Bonjour Youssef Indy, Bonjour Christian Brosio. Enchanté de vous recevoir dans le cadre de cette émission vidéo, Vous êtes, pour vous présenter, beaucoup de gens vous connaissent, mais pour vous représenter, vous êtes historien, écrivain, vous êtes un spécialiste de géopolitique, vous appartenez d'ailleurs à l'Académie... Je collabore avec plutôt à l'Académie de politique de Paris. Vous êtes l'auteur de nombreux articles et vous avez sorti déjà deux ouvrages très importants, deux ouvrages que je peux dire capitaux. L'un est sorti il y a 14 mois. En septembre 2015. Il est intitulé Occident et Islam, sources et genèse messianique du sionisme de l'Europe médiévale au choc des civilisations. Et le second, qui est le prolongement du premier, qui est sorti il y a 2 mois, à la fin du mois d'août, les mythes fondateurs du choc des civilisations, ou comment l'islam est devenu l'ennemi de l'Occident. Alors nous allons rappeler, il s'agit en fait d'une seule et même étude en 2 volumes. On peut dire ça. Oui, une prolongation. Vraiment, le second volume est vraiment la prolongation du premier. J'aimerais que vous reveniez de façon brève sur l'argumentaire que vous développez dans le premier volume, à savoir les sources et jeunesse messianique du sionisme. Là, vous apportez quelque chose de tout à fait nouveau dans l'étude sur les études sur les origines du sionisme, car vous montrez de façon très serrée, de façon très argumentée, que le sionisme politique n'est pas né au XIXe siècle, que ses racines ne remontent même pas, sont même bien antérieures au XVIe, XVIIe siècle, et des milieux issus des milieux protestants millénaristes, puritains millénaristes, notamment en Hollande et en Angleterre, mais que les racines sont beaucoup plus anciennes, qu'elles remontent au XIIe et XIIIe siècle, et que ces racines remontent en fait à la Kabbale, oui. Et à certains penseurs de la Kabbale, des penseurs messianiques qui ont posé les premières pierres en fait du sionisme. Pouvez-vous rappeler rapidement ce fait? Alors pour être bref et synthétique, le retour du peuple juif en Terre Sainte était interdit notamment par le Talmud, Ketuvot 110a, qui interdisait donc aux Juifs de retourner en un mur en Palestine, en Terre Sainte, et pour reconstituer le royaume d'Israël. Or, cet interdit a été violé à partir du XIIIe siècle. Je montre comment, par qui, progressivement à partir du XIIIe siècle, dans les milieux kabbalistiques en Espagne. C'est-à-dire que c'est les milieux kabbalistes n'ont pas voulu violer directement la Torah et le Talmud, mais ont, au fil des siècles, réussi à contourner certaines lois, certains interdits de la Torah et du Talmud. Donc à partir du XIIIe siècle, Moïse Nahmanide ouvre la boîte de Pandore en disant que le peuple juif peut hâter l'arrivée du Messie par des actes de piété extraordinaires. Et peu à peu, après Moïse Nahmanide, Abraham Aboulafia et d'autres, tout au long du Moyen-Âge, vont tenter de rapatrier le peuple juif en Terre Sainte. Et le corollaire, en fait, de ce sionisme messianique, c'est le judéo-christianisme qui va naître pour pervertir le monde chrétien et le soumettre pour lui faire appliquer, exécuter le plan messianique juif, et aussi la stratégie du choc des civilisations, puisque dans la mystique juive, dans l'eschatologie juive, dans les études bibliques de certains rabbins, la gloire du peuple juif d'Israël ne peut venir que par la destruction d'Édom, c'est-à-dire l'Europe chrétienne, et d'Ishmaël, c'est-à-dire le monde musulman, par une confrontation horizontale. Envoyer le Édom
contre Ismaël pour qu'ils soient mutuellement détruits et pour qu'enfin le judaïsme puisse régner sur terre et avec sa nation Israël. Et vous montrez, exemple à l'appui, vous illustrez votre démonstration en rappelant des faits qui ont été, qui sont souvent méconnus, inconnus, voire ou totalement oubliés, que certains penseurs, ces penseurs kabbalistes et praticiens kabbalistes sont allés voir des souverains européens chrétiens, même ont approché des papes, afin de les encourager à se lancer en guerre contre l'islam. En l'occurrence, à l'époque, il s'agissait de l'Empire ottoman au XVIe siècle. Au XVIe siècle notamment, et l'exemple de Solomon Moltko. Et de son maître David Reiveni. Voilà. Donc ça, ce sont des faits, vous citez vraiment des faits très précis à ce sujet. Et ensuite, comment certains milieux kabbalistes se sont introduits se sont même convertis au christianisme de façon superficielle, en tout cas. Certains sont convertis soit à l'islam, soit au christianisme. Et afin d'infiltrer les milieux musulmans d'un côté et chrétiens de l'autre. Donc ça, c'est en effet très intéressant. C'est donc des faits. Alors, le premier à avoir voulu approcher un pape pour rapatrier le peuple juif en Terre Sainte, c'était Abraham Aboulafia en 1280, qui avait été influencé par Moïse Nahmanide, qui en 1263, durant une disputation, disait voilà à quoi nous reconnaîtrons le Messie, il viendra auprès du pape et lui demandera de libérer le peuple juif de l'exil. Donc en 1280, Abraham Aboulafia tente d'approcher Nicolas III. Ça échoue. Puis plus tard, au XVIe siècle, on a David Reiveni et son élève Solomon Moltko qui approchent Charles Quint. Oui, et d'abord ils approchent le pape Clément VII et le cardinal Giulio. Donc David Reiveni approche le roi du Portugal Jean III, et tous les deux, David Reiveni et Solomon Moltko, approchent Charles Quint pour lui demander de lever une armée et d'attaquer l'Empire ottoman en Palestine pour libérer donc la Palestine des Ottomans et recréer le royaume d'Israël. Ce que feront en fait les Britanniques sous l'impulsion des sionistes 400 ans plus tard, à la fin de la Première Guerre mondiale. Donc ce que je montre, la particularité de mon travail, c'est de montrer l'influence des idéologies qui sont au départ moyenâgeuses puis modernes dans la géopolitique, la grande géopolitique des blocs. On ne peut comprendre l'attaque de la Grande-Bretagne contre l'Empire ottoman en Palestine et la création du foyer juif en Palestine qu'en ayant connaissance de cette longue histoire, cette histoire idéologique de longue durée. Alors, pour en revenir au sionisme et au judaïsme, vous vous rappeliez au début de cet entretien que au départ, le talmudisme notamment condamnait l'idée d'un retour du peuple juif en Palestine. Avant le retour du Messie. Avant le retour du Messie. Et cette idée était quand même majoritaire dans les milieux judaïques pendant très longtemps, et même encore au début du sionisme politique du 19e siècle. Exactement, c'est encore une idée très minoritaire. Comment cette idée minoritaire dans le judaïsme talmudique, comment ce judaïsme talmudique traditionnel, si j'ose dire, a-t-il été finalement vaincu par cette idée kabbaliste et comment s'est faite la connexion entre ce judaïsme kabbaliste et le sionisme politique moderne qui se prétend sinon athée, du moins, au moins agnostique et voire athée. Et comment ce sionisme a fini par s'imposer auprès de toutes les communautés juives, alors qu'il était quand même minoritaire au départ. C'est une double question. La première, c'est celle de la pénétration de la Kabbale dans le judaïsme traditionnel. Durant des siècles et des siècles, depuis la constitution de la Kabbale au 1er siècle, on a commencé à avoir des persécutions de rabbins kabbalistes, ce qu'on appelle les hassides et les zaddiques, le
pieux et le juste par les talmudistes. Ce rejet de la Kabbale et de ce qu'elle a engendré, c'est-à-dire le messianisme actif, ce que j'appelle le messianisme actif, l'apocalyptique, c'est-à-dire couplé au messianisme actif, c'est-à-dire essayer d'hâter la fin des temps pour hâter la venue du Messie. Donc ce combat a duré pendant des siècles, et c'est véritablement à la fin du Moyen-Âge que la Kabbale va commencer peu à peu à pénétrer le judaïsme orthodoxe. Puisque, en fait, au départ, jusqu'au Moyen-Âge, jusqu'au Zohar, c'est-à-dire 1280-1286, les kabbalistes n'enseignaient pas au peuple, à la communauté juive. La Kabbale restait une mystique réservée aux élites. À des initiés. À des initiés. Et les kabbalistes ont décrété que la fin des temps approchant, l'interdiction d'enseigner la Kabbale a été levée. Et à partir donc de la fin du Moyen-Âge, là on est au 16e, fin du XVIe siècle, la Kabbale va commencer à se répandre dans toutes les communautés juives. On a la Kabbale traditionnelle, suivie de la Kabbale de Cordovero, grand rabbin kabbaliste du XVIe siècle, puis de son élève, l'éminent Isaac Luria, rabbin kabbaliste extrêmement influent, qui va aggraver la dimension messianique de la Kabbale. Puis ces mouvements kabbalistes vont pénétrer donc les milieux talmudistes aussi, puisque vers le Moyen-Âge, on va commencer à avoir des talmudistes kabbalistes qui vont à la fois être de grands spécialistes du Talmud et des grands spécialistes de la Kabbale, comme Moïse Nachmanide. Moïse Nachmanide est un rabbin éminent dans la tradition talmudique et dans la tradition kabbalistique. Donc peu à peu, cette Kabbale va pénétrer le judaïsme traditionnel et faire partie de l'orthodoxie. Ça va être perçu comme l'orthodoxie. Maintenant, alors que c'est une hérésie au départ. Alors la question maintenant du sionisme en tant que tel, comment est-ce que ce sionisme qui est apparu à la fin du 19e siècle, ce sionisme politique à apparence athéiste, a fini par pénétrer, par faire en fait la quasi-unanimité dans les communautés juives. Ce que j'explique dans mon ouvrage, c'est que le messianisme kabbalistique a connu une véritable transformation durant le 19e siècle, influencée par le sabbato-franquisme. Le sabbato-franquisme est une doctrine kabbalistique, messianique, apocalyptique, antinomique, c'est-à-dire qui combat la loi divine. Sabbato-franquisme, ça vient de ces deux initiateurs, Sabbatai Tzvi et Jacob Frank. Sabbatai Tzvi se convertit faussement à l'islam en 1666 et Jacob Frank, à peu près d'un siècle plus tard, en 1758, va se convertir faussement au catholicisme. Et eux sont porteurs d'une idéologie, d'une doctrine antinomiste qui combat la loi divine et donc qui combat Dieu au profit d'une autre divinité. Et en fait, avec le franquisme et après Jacob Frank, on va voir cette doctrine accompagner la Révolution française et être influencée même par la Révolution française, puisque ce nihilisme va se transformer en une sorte de doctrine progressiste qui accompagne bien sûr le mouvement kabbaliste, qui dit en fait que l'histoire progresse et qu'avec elle, la révélation de ce qui était caché, des secrets, vont apparaître. Et ce sabbato-franquisme va véritablement influencer le messianisme juif, puisque il va lui donner une apparence athéiste. En fait, ce que tout le monde perçoit comme l'athéisme n'est pas l'athéisme. Il n'est pas la négation de Dieu. Il est la négation des lois divines, le combat contre les lois divines et le combat contre Dieu lui-même. Mais les idéologies révolutionnaires des 19e, 20e siècle vont prendre cet habillage athéiste, laïque entre guillemets. Et c'est dans cette période historique, avec ces grands mouvements révolutionnaires, que va émerger le sionisme politique athéiste. D'ailleurs, c'est exactement dans la même région que vont émerger les mouvements révolutionnaires socialistes et le sionisme politique, c'est-à-dire en Europe centrale.
Lorsque il y a eu la création du foyer national juif, le sionisme ne faisait absolument pas l'unanimité dans les milieux religieux. C'est après la Seconde Guerre mondiale que, en fait, le sionisme va réussir à conquérir les milieux juifs orthodoxes. En fait, sur le plan historique, le nazisme a été d'une grande aide, puisque le nazisme est ce que vont appeler de manière religieuse les juifs, c'est-à-dire la Shoah, l'Holocauste, qui veut dire en fait sacrifice dans l'Ancien Testament, va permettre au sionisme de conquérir tous les milieux juifs, religieux qui lui étaient hostiles. Donc c'est comme ce qu'appelait Karl Marx des sauts qualitatifs. Il y a des événements historiques majeurs qui vont permettre à certains courants d'accéder à des milieux qui lui étaient fermés et d'être acceptés au regard de l'histoire par les masses. D'autant que il y a un lien entre une espèce de parenté même. On pourrait même établir une parenté, elle a été faite d'ailleurs parfois idéologique entre le sionisme politique et le nazisme, en ce sens que le sionisme politique s'est fondé sur le fait de redonner ou de donner une conscience raciale au peuple juif, raciale sur le plan politique, qui doit déboucher sur un État politique, de même que, évidemment, le nazisme se fonde également sur, c'est une question, sur la défense de la race. C'est une question tout à fait pertinente, parce que dans mon ouvrage, à un moment donné, je parle d'un éminent historien juif qui aura une influence majeure, qui s'appelle Heinrich Graetz, qui est un juif allemand vivant donc en Allemagne au 19e siècle et qui au milieu du 19e siècle va commencer donc il va prendre la dimension racialiste, suprématiste de l'Ancien Testament, c'est-à-dire l'Ancien Testament qui présente le peuple juif comme un peuple unique, supérieur aux autres, même sur le plan racial. Lui va laïciser, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au 19e siècle, il va y avoir une succession de laïcisation d'idées religieuses, et lui, Heinrich Graetz, va s'occuper de laïciser le suprématisme juif, et donc va conceptualiser la supériorité des juifs par rapport aux non-juifs, et en particulier donc en Allemagne, dans son contexte à lui, la supériorité des juifs par rapport aux Allemands. Ça va lui valoir des attaques extrêmement virulentes d'un autre historien allemand éminent, Treitschke, qui va dire, bon, puisque c'est comme ça, puisque vous vous croyez supérieur à nous, eh bien, quittez l'Allemagne et créez votre propre nation. Il ne va pas répondre à cela, parce que lui, Heinrich Graetz, n'était pas véritablement sioniste. Mais ce qui est intéressant, c'est de montrer, ce que j'ai dit dans mon ouvrage, c'est que l'idéologie germaniste, pan-germaniste de suprématie raciale aryenne, donc allemande par rapport aux autres races, va émerger bien après ce suprématisme juif laïcisé par Heinrich Graetz. Et moi, je pose la question, je me demande si donc le pan-germanisme qui va donner naissance par la suite au nazisme n'est pas une réaction, enfin, plutôt l'antisémitisme nazi n'est-il pas une réaction à ce suprématisme juif que va laïciser Heinrich Graetz au milieu du 19e siècle? En fait, ce serait un chapitre. Vous êtes un peu. Il faudrait qu'un historien comme Ernst Nolte, qui lui avait sa fameuse thèse qui avait suscité la querelle des historiens sur les origines des fascismes, mais en l'occurrence c'était du nazisme, qui était décrit comme une réaction au bolchevisme. On pourrait l'étendre à ce que vous dites. On pourrait se poser cette question. Oui, on pourrait se poser effectivement. Voilà des pistes de travaux qu'il faudrait creuser. Oui, alors moi je dis pas que tout le pan-germanisme et le nazisme résulte de ça, parce que c'est bien plus large que ça. Mais ce que je veux dire, c'est que la composante Mais il y a un côté. La composante antisémite du nazisme est peut-être la réaction à ce mépris
donc d'Heinrich Graetz, donc du judaïsme par rapport aux autres races entre guillemets. Il y a peut-être une corrélation. Mais après, on peut aussi se poser la question de l'origine messianique du nazisme. J'ai déjà eu cette discussion-là en privé avec un ami, donc je ne citerai pas ici, mais on peut se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas dans le nazisme une sorte de messianisme arianiste là-dedans? Voilà, c'est une autre piste. Voilà. Le sionisme politique, qui finit par triompher, comme chacun sait, après la Seconde Guerre mondiale, se relie, alors là encore, la relation est bien antérieure, puisque elle remonte, elle aussi, en fait, ses sources, vous l'avez montré, sont médiévales, remontent au XIIIe siècle, surtout à partir du XVIe, mais surtout après la Seconde Guerre mondiale, évidemment, le sionisme qui entre en action, qui triomphe avec la création de l'État d'Israël, 1947-48, la liaison se fait très nettement avec la stratégie du choc des civilisations, qui là va être mise en œuvre alors d'un point de vue, si j'ose dire, on va passer à l'échelle supérieure, là, par rapport à ce que souhaitait Solomon Molko et, au XVIe siècle. Là, on arrive évidemment à partir de la création de l'État d'Israël. Sionite et choc des civilisations sont en étroite concomitance. Et c'est là, oui. Et alors, donc, pourriez-vous nous expliquer les grandes étapes de la mise en œuvre moderne, contemporaine, de cette stratégie du choc des civilisations, qui ne remonte pas du tout, comme on l'a dit souvent à Samuel Huntington, mais qui est bien antérieur, dont le grand théoricien, c'est Bernard Lewis. Voilà, alors c'est là qu'on voit la conjonction tout à fait étroite entre messianisme, vision mystique de l'histoire et géopolitique. Puisque dans la mystique juive et même dans l'eschatologie juive, sans être kabbalistique, on a ça, donc je rapporte dans mon livre, dès le 1er siècle, dans des interprétations bibliques, la condition, comme je l'ai dit au début de l'entretien, la condition de l'avènement du royaume d'Israël et du peuple juif au-dessus de toutes les communautés passe par la destruction de ces deux grandes civilisations, religions et empires qui qui empêche l'émergence du sionisme, c'est les empires chrétiens et les empires musulmans. Et eux, pour les juifs kabbalistes messianiques, même orthodoxes, leur avènement en tant que peuple suprême qui doit régner sur l'humanité passe par la destruction de ces deux puissances-là. Dans l'ère moderne, au XXe siècle, on a eu donc comme Heinrich Graetz pour le suprématisme, on a eu Bernard Lewis qui a laïcisé cette stratégie du choc des civilisations. Bernard Lewis, qui est juif, qui est détenteur des nationalités israélienne, britannique et américaine, qui est un historien spécialiste du monde musulman, va être le concepteur de cette stratégie du choc de cette théorie du choc des civilisations, qui est, comme je l'explique, une stratégie au départ. Et lui, Bernard Lewis, en 1958, va lui donner un habillage laïque, un habillage scientifique. Et c'est son assistant... Pour l'essentialiser. Exactement. Et c'est son assistant Samuel Huntington qui, au début des années 1990, va vulgariser cette théorie. Donc lui, qu'est-ce que dit Bernard Lewis en 1958 ? Il dit que le monde chrétien et le monde musulman sont ontologiquement opposés et donc sont voués à se faire la guerre jusqu'à la fin des temps. Et en fait, ils se sont fait la guerre depuis les origines de l'islam, et donc ils sont appelés à se faire la guerre jusqu'à la fin des temps. Voilà, et en fait, lui, il confond une réalité géopolitique, historique, de confrontation ponctuelle entre des puissances musulmanes et des puissances chrétiennes, en omettant bien sûr qu'il y avait systématiquement, en fait, tout au long de l'histoire chrétienne et musulmane, des alliances croisées, c'est-à-dire des chrétiens alliés à des musulmans contre d'autres chrétiens alliés à d'autres musulmans. La réalité historique est beaucoup plus complexe, et lui, justement, il va l'essentialiser. Et il va faire, en fait, ce qu'on appelle une prophétie autoréalisatrice. C'est-à-dire qu'on va prendre une stratégie, on va la déguiser en théorie et on va en faire
une prophétie autoréalisatrice, puisque ce même Bernard Lewis va, au début des années 2000, donc sous l'administration Bush, influencer, lui, le lobby pro-israélien, l'administration Bush, et en particulier Dick Cheney, pour qu'ils acceptent de faire la guerre à l'Irak dans le cadre de cette recomposition d'origine israélienne sioniste de tout le monde musulman. Il va s'agir de détruire le monde musulman pays, qui est en fait une fragmentation. Pays par pays. Donc lui, il est un peu comme Salomon Molko. Donc il théorise, bien que Salomon Molko s'enracine dans une eschatologie de longue durée, il théorise puis il applique. Voilà, c'est à la fois un théoricien et un acteur politique. Oui. Alors, nous allons en venir maintenant à votre deuxième second ouvrage, qui prolonge exactement le premier, Les mythes fondateurs du choc des civilisations, ou comment l'islam est devenu l'ennemi de l'Occident. Bien évidemment, l'un des éléments, le principal élément sur lequel se fonde la théorie et la stratégie du choc des civilisations, c'est cette essentialisation de l'islam et sur la reconstruction d'un islam mythifié, d'ailleurs avec la complicité d'une partie de l'islam, notamment de l'islam salafo-wahhabite, mais au point qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'islam et des dangers qu'il représente, on décrit l'islam salafo-wahhabite, islam salafo-wahhabite qui a été, comme par hasard, favorisé, encouragé, voire imposé par l'Occident. Les puissances anglo-américaines. Les puissances anglo-américaines, je veux dire de l'Occident contemporain, enfin contemporain, moderne depuis. C'est pas l'Occident médiéval. Donc, à partir de là, vous, dans votre livre, dans votre second ouvrage, vous passez en revue toutes les point par point les principaux mythes sur lequel se fonde cette idée du choc des civilisations, sur cette diabolisation de l'islam sur différents points. Alors, on va peut-être... d'abord, j'aimerais que vous disiez un mot précisément sur les origines du salafo-wahhabisme et comment celui-ci a été systématiquement encouragé par les puissances anglo-saxonnes. Alors pour être bref... brièvement, bien sûr, parce que le temps tourne. Le wahhabisme naît au milieu du XVIIIe siècle en Arabie, dans la péninsule arabique. Son fondateur est Mohammed ibn Abdul Wahhab, qui dès le départ en fait est identifié par ses anciens maîtres, ce qu'on appelle les ulama, les savants, les muftis, ceux qui sont en mesure... donc des juges qui sont en mesure d'émettre des fatwas, donc de sa région, du Najd, du Hedjaz, du Yémen et d'Irak. Il est identifié comme un hérétique. Donc un hérétique, un menteur, un faux prophète, un égaré qui égare. Et immédiatement, il va y avoir une réaction de ces ulama contre Mohammed ibn Abdul Wahhab. Mais ce Abdul Wahhab va s'allier à la tribu des Saouds pour conquérir la péninsule arabique, tout comme Cromwell avait conquis donc le premier Commonwealth, l'Angleterre, la Grande-Bretagne, en massacrant les catholiques, écossais, irlandais et en détruisant les églises. Il va faire exactement la même chose avec les musulmans. C'est-à-dire que tous les musulmans qui vont s'opposer à lui, qui ne vont pas se soumettre à lui, à sa doctrine et à la tribu des Saouds, vont être systématiquement massacrés. Et c'est comme ça qu'il a réussi à imposer sa doctrine par 3 royaumes saoudites successifs. Et en fait, le 3e royaume saoudite qui va s'imposer en 1932, après la conquête finale de la péninsule arabique par Abdelaziz ibn Saoud, et bien en fait, cette conquête-là va être faite avec l'aide principale de l'Empire britannique. Ce sont les Britanniques, l'armée britannique, qui va soutenir les Saoudo-Wahhabites dans leur conquête de la péninsule arabique. Et dans un second temps, en 1945, juste avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, ce sont les Américains qui vont prendre le relais. Et là, avec le pétrole saoudien, arabe, de la péninsule arabique, les saoudo-wahhabites vont réussir à exporter l'idéologie wahhabite. Donc ce sont les anglo-américains
avec le pétrodollar qui vont attaquer l'islam, puisque on va essayer de faire du wahhabisme l'orthodoxie islamique. Alors que c'est le contraire, puisque c'était une hérésie qui, dès le départ, avait été condamnée par tous les docteurs de l'islam. Voilà. Alors c'est l'un des mythes que vous passez en revue dans votre ouvrage, vous déconstruisez, si j'ose dire, pour employer une expression à la mode, les différents mythes de cette idée du choc des civilisations et qui court autour de l'islam, d'une espèce d'islam complètement fantasmé, et encore une fois, mais avec la complicité aussi d'une partie du monde musulman, à savoir que l'un de ces mythes, c'est qu'en fait, dans l'islam, il n'y aurait jamais eu de discussion, que l'islam ne se fonderait que sur la lecture littérale du Coran, et que, autrement, il n'y aurait rien d'autre. Il n'y aurait eu jamais de dispute théologique, il n'y aurait jamais eu de discussion, ni de discussion théologique, ni même, et encore moins de discussion philosophique. Or, vous rappelez, évidemment, qu'il n'en est rien, et que l'islam a été traversé des origines jusqu'à nos jours de très nombreuses disputes, discussions et d'écoles, puisqu'il y a au moins 4 principales écoles juridiques, rien que pour l'islam sunnite. Donc, est-ce que vous pourriez résumer rapidement cette histoire très complexe, finalement, de l'islam et de ces discussions théologiques même auxquelles il a donné lieu. Mais évidemment, c'est une gageure en quelques minutes, parce que là, c'est une vie. Il faudrait y passer une vie. Mais en fait, cette large tradition islamique de discussion, de disputation, de débat théologique existe déjà juste déjà à la mort du prophète, où les compagnons déjà eux-mêmes n'étaient pas en accord sur certains points théologico-juridiques, et même à l'époque même du prophète, il y avait des débats qui était tranché par le prophète lui-même. Après la mort du prophète, et à partir du moment où la civilisation musulmane va se bâtir et l'empire musulman va être constitué, on va avoir l'émergence de nombreux courants. Donc il y a les 4 principales écoles juridiques, mais il y a au total, dès le départ, dans la foulée, 18 écoles de droit musulman. Il faut ajouter à cela la tradition mystique musulmane, et il faut ajouter à cela les différents courants philosophiques, puisque la philosophie va être utilisée dès le départ. On a des Al-Kindi, 8e, 9e siècle, qui vont commencer à prendre le corpus aristotélicien, platonicien. Il va y avoir des traductions, des études et des tentatives d'élaboration, même une élaboration de la scolastique musulmane. Il y a une véritable scolastique musulmane qui d'ailleurs va être héritée plus tard par le grand saint Thomas d'Aquin, qui va être influencé par Ibn Rushd, Averroès, et il va reprendre parfois des énoncés entiers de Ibn Rushd sur la compatibilité entre philosophie et théologie. Je veux dire, après l'émergence du christianisme au 1er, 2e siècle, on va voir, comme dans l'émergence de l'islam en tant que civilisation, et en tant que civilisation, l'émergence d'une multitude de sectes aussi, et de doctrines qui vont s'opposer. Ce n'est que en 325 qu'on va avoir dans le monde chrétien le Concile de Nicée qui va trancher sur ces questions-là. Mais et puis ce ne sera pas fini, il y aura ensuite toute la querelle avec l'Église d'Orient. Enfin, exactement. Dire que l'islam serait un bloc monolithe reviendrait à dire que le christianisme est un bloc monolithe depuis Saint-Pierre, et qu'il n'y aurait jamais eu de disputation, ni même l'émergence de sectes, alors que dans le bassin méditerranéen, dans l'espace chrétien, quand le christianisme va se répandre, au 2e siècle, on a déjà 70 sectes chrétiennes gnostiques. Je parle juste des sectes gnostiques. Et dans le monde musulman, on va avoir la même chose. D'innombrables sectes qui vont émerger. Donc c'est une absurdité. Alors, justement, d'où l'intérêt de ce wahhabisme,
de cette hérésie wahhabite. D'ailleurs, je renvoie à cette occasion à un livre de Jean-Michel Vernochet, Les Égarés, dont le son est-il un contre-islam? Et effectivement, le titre me paraît excellent et la démonstration l'est aussi, puisque on comprend peut-être pourquoi les Britanniques puis les Américains, les Anglo-Américains, l'Occident donc moderne a favorisé le wahhabisme, parce que c'est peut-être un formidable instrument de destruction de l'islam, en tout cas des pays musulmans. Pourquoi? D'abord parce que le wahhabisme, puis c'est succédané salafite, les frères musulmans aussi dont on pourrait parler, mais on va peut-être pas le temps de trop s'étendre, mais c'est une branche en fait qui est cousine ou voisine du wahhabisme. Ce qui est très caractéristique et très frappant dans le wahhabisme, ce qui les rapproche, vous faisiez la comparaison tout à l'heure avec Cromwell, effectivement, il y a un côté iconoclaste, goût pour le massacre, pour l'éradication des hommes, donc par les massacres, les tueries, ou même les femmes, les enfants, les animaux. C'est le livre comme dans le livre de Josué. C'est l'application du livre de Josué. L'application du livre de Josué et également l'éradication culturelle, c'est-à-dire que on rase systématiquement tous les témoignages. Alors non seulement les témoignages pré-islamiques, bien entendu, mais même ce qui appartient à l'histoire islamique. C'est-à-dire qu'on rase des mausolées, on rase des mausolées de marabouts, on rase tous les témoignages de l'histoire successive de l'islam, on rase. C'est vraiment la politique de la table rase qu'on retrouvera chez certains révolutionnaires français, chez les bolcheviks, etc. Donc il y a là évidemment un élément civilisationnel de la table rase qui s'inscrit parfaitement, on comprend bien pourquoi ça s'inscrit parfaitement dans la stratégie du choc des civilisations, de détruire en fait le monde musulman, arabo-musulman, pas seulement, parce qu'il y a également l'Iran, qui n'est pas arabe, mais il y a deux aspects dans le choc des civilisations, dans la mise en œuvre de la stratégie. C'est l'émiettement du monde musulman, arabo-musulman, et au-delà du monde musulman, en micro-entités ethno-confessionnelles, et l'élément civilisationnel que le wahhabisme fournit, le wahhabisme est assimilé, fournit en se fondant sur la destruction systématique de tout élément civilisationnel, de toute civilisation et de tout passé. Il y a... Est-ce que c'est bien cela, Youssef Indy? Est-ce qu'il y a un complément? Ça se complète très bien. Vous avez parfaitement résumé la chose, puisque quand on... ça sera l'objet de mon troisième ouvrage. Et lorsqu'on se penche sur ces idéologies-là, ces révolutions, dans leur méthode d'imposition, on voit des similitudes. C'est-à-dire qu'on va tout araser pour établir une nouvelle idéologie, une nouvelle structure politique assise sur une nouvelle idéologie. C'est bien sûr la politique de la table rase. Et lorsqu'on voit sur le plan géopolitique l'alliance de ces entités qui sont issues de ces révolutions-là, que ce soit le wahhabisme en Arabie, dans la péninsule arabique, que ce soit Israël avec la création du foyer national juif et l'arasement systématique des villages palestiniens, que ce soit la révolution bolchevique, la révolution française, la révolution cromwellienne et l'arrivée des cousins entre guillemets idéologiques de Cromwell en Amérique, on voit qu'il y a une parfaite cohérence sur le plan historique, idéologique et géopolitique. Parce que ce que je dis, c'est que toutes ces révolutions-là sont enracinées d'une manière ou d'une autre dans l'idéologie de l'Ancien Testament, en particulier le Deutéronome et le livre de Josué. Et sur le plan géopolitique, elles sont toutes alliées. Donc moi, ce que je vois, c'est ce que j'appelle un choc idéologique mondial, avec d'un côté les puissances héritières de l'Ancien Testament contre le reste de l'humanité. Et on ne peut comprendre la géopolitique de longue durée qu'en ayant cette perspective-là, une fois encore, comme je l'ai dit, idéologique et religieuse. Le fait religieux est absolument
fondamentale. On ne peut pas comprendre ces mouvements-là, ces alliances-là, si on n'a pas compris l'essence de l'Ancien Testament et du programme politique dont il est porteur. Alors je m'aperçois, Youssef Indy, que je viens d'oublier de vous faire exprimer, que vous exposiez, que nous parlions, mais alors là encore très rapidement, parce que nous allons passer à la deuxième partie de cet entretien, que nous parlions justement dans la mise en œuvre de cette stratégie du choc des civilisations et d'atomisation, de balkanisation, d'atomisation, d'émiettement du monde arabo-musulman, c'est le plan Oded-Yinon. Oui. Ça a été écrit noir sur blanc, oui, par ce stratège en 1982 par ce stratège du ministère de la Défense, le ministère des Affaires étrangères israélien, et qui a été mis en œuvre en réalité. On peut dire que ça a commencé d'ailleurs au Liban en 1975, donc antérieurement, mais là ça a été vraiment exposé noir sur blanc par Oded-Yinon en 82, et ensuite évidemment on a vu que ça a été mis en œuvre en Irak. Et puis sous l'administration Bush avec les néoconservateurs qui ont repris avec le projet de Grand Moyen-Orient. Alors en fait, ce projet de balkanisation, ce qu'on appelle, en fait, il faut l'appeler libanisation du monde musulman. En 1954. Ben Gurion n'était plus Premier ministre, mais il avait dans une lettre envoyée au Premier ministre de l'époque conseillé donc au gouvernement israélien de s'allier aux maronites du Liban pour les opposer aux musulmans et faire éclater ainsi le Liban. Donc il avait déjà parlé de cela, donc en fait il avait déjà parlé de l'établissement du Grand Israël 1918 dans un livre qu'il avait écrit en yiddish, en 1937 dans des lettres qu'il a envoyées. Grand Israël, c'est du Nil à l'Euphrate. Oui, du Nil à l'Euphrate. Il l'a actualisé en 1954 en expliquant par quels moyens on pouvait y arriver. Et en fait, le plan Oded-Yinon est une actualisation de cette planification géostratégique israélienne de longue durée. Et ce plan Oded-Yinon, on disait qu'il fallait faire éclater le monde musulman du Maroc au Pakistan en s'appuyant sur les différences ethno-confessionnelles. Et avec l'arrivée de l'administration Bush au pouvoir, on a eu l'application de ce plan israélien. Il faut dire que le noyau dur, comme l'ont dit Stefan Walt et John Mearsheimer, le noyau dur du néoconservatisme est juif, c'est pas moi qui le dis, c'est eux. D'anciens trotskistes, généralement, d'anciens juifs trotskistes. Oui, tout à fait. Et c'est le lobby pro-israélien et les dirigeants israéliens qui ont poussé les États-Unis à appliquer en fait ce plan Oded-Yinon à partir du 11 septembre. C'est ça. Donc au lendemain du 11 septembre. Et plan que malgré ses velléités d'être plus prudent et de se retirer un peu du Moyen-Orient, qu'a poursuivi peu ou prou Barack Obama, de façon peut-être moins agressive et moins voyante, mais c'est la stratégie là du leading behind. Donc la stratégie, on poursuit la même stratégie, mais on se met plus en avant. Et on fait jouer les vassaux, les outils du soft power, les médias. Donc les vassaux, on l'a bien vu en Libye avec la Grande-Bretagne et la France. La Grande-Bretagne et la France qui se sont précipités, qui ont aboyé comme des petits toutous, des petits roquets voulant être bien vus de leur maître, ont été en première ligne. Deuxième partie évidemment de cet entretien, Youssef Indy. Le 8 novembre dernier, un événement très important a eu lieu aux États-Unis, puisque nous parlions de Barack Obama. Le successeur de Barack Obama va être Donald Trump. Ça a été, on ne va pas revenir sur le séisme que cela a été et de l'affolement que cela a provoqué dans toutes les chancelleries et les rédactions du monde occidental, parce que autant si Madame Clinton avait été élue, c'est très prévisible. C'était le pire qui pouvait nous arriver, puisque elle était très prévisible. Il
y avait 9 chances sur 10 qu'on s'achemine vers une troisième guerre mondiale, car il voulait attaquer la Russie. Bon, quant au Moyen-Orient, ça aurait continué de plus belle dans la balkanisation et la stratégie du choc des civilisations. Est-ce que l'élection de Donald Trump est susceptible, selon vous, Youssef Indy, de freiner ou de mettre un terme à cette stratégie du choc des civilisations? Je sais que certains se sont un peu enthousiasmés de l'élection de Trump en disant que Trump est isolationniste, alors en effet il a tenu des propos isolationnistes, mais il faut peut-être être un peu plus prudent. Oui, alors il y a plusieurs plans. Sur le plan médiatique, ça ne va strictement rien changer, puisque comme je l'ai déjà dit lors d'un dernier entretien avec Jean-Michel Vernochet, je disais que premièrement, c'est pas la Maison Blanche qui pilote l'énorme machinerie impériale, que ce soit l'armée, oui, quand même en partie, mais les institutions internationales, les médias, on l'a vu, c'est pas la présidence états-unienne qui les pilote. Donc pour ce qui est de l'opposition entre monde occidental et monde musulman, sur le plan médiatique, ça ne changera strictement rien. L'islam va continuer à être diabolisé, on va continuer à opposer les populations occidentales aux populations musulmanes, ça, il n'y a pas de problème, ça va se poursuivre. Mais sur le terrain, ça va être différent, puisque Donald Trump, même si je ne pense pas qu'il mènera une politique isolationniste, compte s'allier à Vladimir Poutine et à Bachar el-Assad pour combattre les groupes terroristes au Proche-Orient, Daesh, Al-Nosra et ainsi de suite. Donc sur le terrain, ça risque de changer largement la donne. Il faut ajouter à cela le fait que cet été, il y a eu le grand congrès de Grozny, dont on n'a pas parlé en Occident. Oui, très important. Oui. Qui a été un séisme sur le plan idéologique, puisque le congrès de Grozny, qui réunissait les grands représentants savants musulmans sunnites, ont exclu de l'islam le wahhabisme. C'est très très important. C'est extrêmement important, notamment pour le monde musulman, pas trop pour l'Occident, puisque les médias ne communiquent pas là-dessus, mais il signifie une chose, c'est-à-dire qu'aux yeux des savants musulmans, et sur le plan historique, le wahhabisme qui a été soutenu par le monde anglo-américain, qui a été soutenu aujourd'hui sur le plan militaire, financier par l'Occident, tout l'Occident, les vassaux des États-Unis et les pétromonarchies ne font pas partie de l'islam, ne sont pas une réaction endogène de l'islam, mais sont une création artificielle occidentale, puisque Donald Trump lui-même a déclaré que les États-Unis, que l'administration Obama et donc Clinton ont créé Daesh. Donc sur le plan idéologique, symbolique, les choses risquent véritablement d'évoluer. Donc mais sur le plan, alors si on reste sur les constantes de longue durée, le pouvoir, la puissance sioniste n'a pas disparu, l'oligarchie n'a pas disparu, la propagande vis-à-vis de l'islam n'a pas disparu, ça va se poursuivre. Donc l'État profond n'a pas disparu. Voilà, donc au niveau de la constante, ça ne va rien changer. Mais il y a eu une variable. La variable, c'est l'élection de Donald Trump. Et si Donald Trump suit la nouvelle stratégie de Zbigniew Brzezinski, ça peut éventuellement changer les choses. Alors, comment ça va les changer ? En fait, Zbigniew Brzezinski, comme je l'ai dit dans un article et lors d'un entretien avec Jean-Michel Vernochet, ce que veut Brzezinski, ce n'est pas un choc frontal, puisqu'il a admis que le monde était multipolaire, que les États-Unis ne pouvaient pas contrôler le monde et qu'ils devaient par conséquent passer des alliances, réajuster leur rapport géopolitique avec la Russie et avec la Chine. Et Zbigniew Brzezinski, en avril 2016, proposait déjà une alliance avec la Russie principalement, mais aussi avec la Chine, pour nettoyer le Proche-Orient des groupes terroristes et calmer la donne géopolitique dans la région. Donc, potentiellement, en tout cas sur la courte et moyenne durée, la théorie du choc des civilisations va se voir opposer la réalité. La réalité, ce n'est pas que le monde occidental et le monde musulman sont opposés. La réalité, c'est qu'il y a des forces
invisible à l'œil nu qui oppose artificiellement l'Occident et le monde musulman, notamment depuis le 11 septembre. Notamment depuis le 11 septembre, bien sûr, qui a été un peu une occasion formidable. Alors je pourrais prolonger maintenant sur le plan historique et géopolitique. Il y a des constantes aussi géopolitiques. Il y a une grande différence entre les aspirations du peuple américain et la politique de l'establishment américain. Et je m'explique. Le peuple américain est foncièrement, pour des raisons historiques, pour des raisons géographiques, isolationniste. Depuis le 19e siècle, le peuple américain s'est toujours opposé aux guerres extérieures des États-Unis. Et qu'est-ce qui a fait admettre ponctuellement les campagnes extérieures militaires des États-Unis au peuple américain? Ça a été donc à la fin de la Première Guerre mondiale, sous Woodrow Wilson, ça a été le casus belli du fameux navire américain qui a été abattu, on ne sait pourquoi, on ne sait par qui, au large de l'Allemagne, et qui a été utilisé comme casus belli pour entrer dans la Première Guerre mondiale. D'ailleurs, il y avait des sionistes autour de Wilson, un certain rabbin Stephen Wise et Brandeis, qui était à la tête de la Cour suprême, qui était un franquiste, et qui ont influencé Woodrow Wilson pour qu'il entre dans la Première Guerre mondiale. Et il y a eu aussi, dans la même période, ce fameux télégramme qu'auraient envoyé les Allemands, alors qu'ils étaient en train de gagner la Première Guerre mondiale, qu'ils auraient envoyé au Mexique pour pousser le Mexique à attaquer les États-Unis. Le fameux télégramme Zimmermann. Voilà, et ça a été utilisé par toute cette machine déjà oligarchique qui était déjà implantée aux États-Unis, avec Edward Bernays et toute cette toute cette oligarchie qui a mis en place la première véritable propagande pour diaboliser l'ennemi et faire admettre plutôt au peuple américain une guerre extérieure. Ça, c'était à la Première Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale, quel a été le casus belli? Ça a été le Pearl Harbor, les Japonais qui ont attaqué Pearl Harbor. Or, ce qui s'est passé durant les mois précédant l'attaque de Pearl Harbor, ça a été des frappes américaines de navires de l'Alliance, donc sino-germaniques, pour provoquer une réaction. Et la réaction escomptée a eu lieu puisque les Japonais ont frappé Pearl Harbor. Et là, ça a été le second casus belli. Second casus belli, alors que Franklin Delano Roosevelt s'était fait élire sur un programme isolationniste. Exactement. C'est-à-dire que systématiquement, on a des présidents qui veulent au départ mener une politique isolationniste et qui, par les faits, l'état profond sont comme précédemment Wilson, qui ne voulait pas entrer, qui avait fait campagne sur le fait qu'il ne se mêlerait pas de la guerre en Europe. Exactement. Donc on a systématiquement des présidents. Et on a eu le troisième casus belli pour attaquer le monde musulman, qui a été le 11 septembre. Je suis revenu sur le 11 septembre dans mon premier ouvrage. Et énormément d'éléments tentent à prouver que le 11 septembre a été réalisé par les services, donc l'État profond américain, le Mossad et les services saoudiens. Et ça a été le casus belli pour faire accepter à la population américaine la guerre contre le monde musulman. George W. Bush, qui lui aussi s'était fait élire en 2000 sur un programme plutôt isolationniste, s'opposant précisément à son prédécesseur William Clinton, qui avait continué la guerre en Irak, etc. Exactement, puisque même Condoleezza Rice, lorsqu'elle est arrivée donc avec l'administration Bush au pouvoir, s'était opposé à la doctrine de nation building. Donc c'est la création de nations. Donc au départ, quand George W. Bush arrive au pouvoir, il n'est pas favorable à la guerre contre le monde musulman, et il n'est pas favorable au remodelage du monde musulman. Entourage néoconservateur et l'État profond. Et l'État profond, avec le 11 septembre, ont contraint l'administration Bush à se lancer dans cette épopée guerrière. Et donc, si on analyse la politique de longue durée américaine depuis un siècle, on peut s'attendre à ce qu'il y ait un nouveau casus belli
qui contraint l'isolationniste Donald Trump à entrer dans une nouvelle guerre à la fois contre, par exemple, l'Iran, contre la Syrie et contre la Russie. Alors, je fais une très courte parenthèse dans toute cette série de casus belli depuis la Première Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui, enfin jusqu'au 11 septembre. Il y a également l'épisode en 1964. 1967, oui, j'avais oublié de le dire. Oui, 67. Et puis, non précédemment, au Vietnam, oui. Avec un incident, un navire américain qui aurait été attaqué, soi-disant, mais tout avait été fait pour qu'il soit attaqué. C'est une provocation, là. Ce qui a permis de justifier l'entrée pleinement des États-Unis dans la guerre du Vietnam. Et oui, ce que j'ai oublié de dire aussi, mais ça, c'était un faux casus belli, parce que ça n'avait pas fonctionné, mais il y a eu une tentative israélienne pendant la guerre de 1967. Oui. Les Américains ne voulaient pas se mêler de cette guerre puisqu'il y avait les Soviétiques alliés de l'Égypte et de la Syrie qui étaient présents dans la région, et les États-Unis ne voulaient pas entrer dans une guerre mondiale contre les Soviétiques. Et les Israéliens ont frappé le navire USS Liberty, ont frappé ce navire-là en le faisant passer pour une attaque égyptienne, pour forcer les États-Unis à entrer dans cette guerre. Et ce qui aurait pu provoquer une guerre mondiale russo-américaine. Voilà, donc il y a systématiquement des énormes false flags qui tentent d'attirer les États-Unis dans une guerre contre la Russie. Donc ce qu'on peut prévoir, donc on peut prévenir Donald Trump et son entourage, il risque d'y avoir un nouveau casus belli, je dirais pas dans les prochains mois, mais peut-être dans les prochaines années, pour pousser, tirer, obliger les Américains à entrer dans une guerre. Donc, Donald Trump, on ne sait pas trop en réalité ce qu'il a dans la tête, parce qu'il a dit un peu tout et son contraire. Je parle de la politique étrangère. On n'aura peut-être pas le temps de développer également sa politique sur la domestique et économique. Là, ça va peut-être nous mener trop loin, mais sur la politique strictement étrangère et notamment sur le Moyen-Orient. Si l'on prend, il y a eu ces propos assez constants contre l'Iran. Il veut déchirer l'accord qui a été signé par Obama avec l'Iran. Bon, il ne pourra peut-être pas le faire parce que c'est un accord qui a été entériné par l'ONU, etc. Donc ce sera peut-être très compliqué sans doute pour lui de le faire. Mais enfin, il a annoncé ça visiblement pour faire plaisir aux Israéliens. Sur la question israélo-palestinienne, il varie beaucoup. Enfin, il a beaucoup varié depuis les débuts de la campagne, depuis son entrée en campagne lors des primaires démocrates. Dans un premier temps, il les renvoyait un peu dos à dos, il disait qu'il ne voulait pas s'en mêler, qu'il ne prendrait pas trop parti. Donc, et puis le 9 avril ou le 8 avril dernier, il fait un discours devant l'EPAC, l'American Israeli Public Affairs Committee, le puissant lobby, l'un des principaux lobbies sionistes aux États-Unis, annonçant devant l'EPAC que il ferait tout pour resserrer les liens entre les États-Unis et Israël. Puis ensuite, il a donné des gages à Benjamin Netanyahou il a même annoncé qu'il transférerait l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem, qu'il reconnaîtrait Jérusalem comme étant la capitale une et indivisible et pour l'éternité de l'État d'Israël. Donc il donne énormément de gages. Ensuite, il est un peu revenu en arrière, puis il revient. Voilà, il ne cesse de faire un yo-yo, mais bon, on peut prévoir quand même de quel côté il va. On peut supposer, en tout cas. Alors, peut-être de quel côté il va finir par tomber, parce que bon, sans pour autant lui faire un procès d'intention. Comme je l'ai déjà dit, en effet, on ne peut pas accéder à la Maison Blanche sans passer par l'AIPAC et faire allégeance au lobby pro-israélien et aux dirigeants israéliens. Ça, c'est un fait. Maintenant, c'est la donne géopolitique qui va déterminer aussi
le comportement de Donald Trump vis-à-vis d'Israël, parce que entre les déclarations durant les campagnes et la réalité géopolitique, il y a une grande un espace. Alors moi, je me risquerais pas, comme je l'ai déjà dit à Jean-Michel Vernochet, je me risquerais pas à spéculer ou à essayer d'anticiper son attitude vis-à-vis des Israéliens. Mais ce que je me dis, c'est que si véritablement il veut faire alliance avec la Russie pour neutraliser les groupes terroristes et calmer le jeu géopolitique au Proche-Orient, il va naturellement s'opposer à la politique israélienne, au moins. D'autant qu'il faudra qu'il se calme avec l'Iran aussi, parce que c'est exactement la même chose. C'est-à-dire, l'Iran est une puissance importante au Proche-Orient si on veut calmer le jeu géopolitique, mais aussi l'Iran est l'allié de la Russie et de la Chine. Et on ne peut pas toucher à l'Iran sans toucher aux intérêts géopolitiques régionaux de la Chine et de la Russie. Donc ce que je disais, c'est que sur la courte durée, il peut prendre ses distances avec la politique antérieure, mais sur la longue durée, comme je le disais, si on se base, comme je l'ai fait précédemment, sur la géopolitique de longue durée des États-Unis, il se pourrait bien qu'il y ait un acte majeur, un false flag majeur, qui contraindrait Donald Trump à faire un virage géopolitique à 180 degrés. Souvenons-nous aussi que Obama, lorsqu'il est arrivé au départ à la présidence, avait fait son fameux discours du Caire, qui n'était pas du tout favorable à l'État d'Israël, mais plutôt au monde musulman, et on sentait bien qu'il voulait se retirer sur le plan géopolitique du monde musulman. Du reste, il y avait eu une mise en œuvre de tout un orchestre contre lui à ce moment-là, où les accusations sont ressorties en disant que lui-même était un musulman, qu'il n'était pas né aux États-Unis, et on l'a ramené dans le giron. Argument que Trump avait exploité à l'époque d'ailleurs. Oui, et il a été, donc Obama a été ramené dans le giron pro-israélien. Donc là, on a, comme je le disais, la politique étrangère ne se décide pas entièrement à la Maison-Blanche, et on a affaire, Donald Trump a affaire à des forces historiques, donc j'ai exposé tout au long de l'entretien dans mes ouvrages, à des forces historiques extrêmement puissantes, extrêmement enracinées dans la longue durée. Dans la longue durée, dans les mécanismes de l'histoire, et il faudra plus qu'un président isolationniste pour aller à l'encontre de cette énorme machine idéologique, historique. Donc, ce que je dis, c'est que Donald Trump offre une fenêtre géopolitique, une dynamique de rupture idéologique. On est véritablement à un tournant, et cette fenêtre doit absolument être exploitée par l'Europe, par les puissances européennes. Et le pays qui peut le mieux l'exploiter s'il se débarrasse de ses élites politiques actuelles, c'est la France. Et en fait, ce que je disais durant l'entretien avec Jean-Michel Vernochet, c'est que le meilleur moyen d'aider Donald Trump dans sa politique isolationniste, dans son réajustement géopolitique, c'est de reprendre la main, que les Européens reprennent la main politiquement, qu'ils se débarrassent des deux principales entités qui soumettent l'Europe, l'OTAN sur le plan géopolitique et l'Union européenne. Saisir la balle au bon, puisque Trump menace de se retirer lui-même de l'OTAN, c'est le moment ou jamais. C'est une fenêtre. Et de créer enfin une défense européenne. Exactement, c'est une fenêtre. Alors, défense européenne, ça j'y crois pas trop, mais en tout cas, c'est une fenêtre historique et géopolitique qui doit être exploitée. Et là, même si la France, l'Europe arrive à se réajuster, à profiter de cette fenêtre, il sera beaucoup plus difficile à l'oligarchie cosmopolite et au lobby pro-israélien, aux États profonds, de mener l'Occident dans une guerre mondiale contre la Russie. Vous voyez, si à l'avenir les États-Unis sont entraînés dans une guerre contre la Russie, si elle n'a plus d'assises en Europe, si elle n'a plus ses vassaux européens, ça va l'affaiblir très largement, et ça réduira très largement les conséquences d'une éventuelle conflagration mondiale. Mais encore faudrait-il évidemment que les élites européennes et françaises en particulier
voilà, il faut en trouver d'autres. Il faut, voilà. Donc ça, évidemment, c'est un préalable évidemment nécessaire, car l'état actuel des élites, évidemment, ne sont pas. Ce sont des élites qui se voient comme des Américains. Hein. Donc ils sont pour ça qu'ils sont déstabilisés. Pour eux, l'Europe, c'est une seconde Amérique. Donc avec eux, on s'en sort. Il est impossible. Ils ne saisiront évidemment pas. Oui, bien sûr. Eux ne la saisiront pas. C'est pour ça que je dis que la condition, c'est qu'il soit balayé. Eh bien, écoutez, cher Youssef Indy, merci beaucoup. Merci je crois qu'on arrive au terme de cet entretien. Si j'ose dire, je n'emploierai pas une référence biblique pour une fois, mais que les dieux de l'Olympe vous entendent, cher Youssef Indy. Et je rappelle donc les titres de vos ouvrages que je recommande. Le plus ancien qui est paru en septembre 2015, Occident et Islam, source et genèse messianique du sionisme, de l'Europe médiévale au choc des civilisations, préfacé par Jean-Michel Vernochet, c'est aux éditions Sigeste. Oui. Et le votre deuxième ouvrage, qui vient de paraître, qui est paru il y a 2 mois, préfacé celui-ci par Roger Hacle, le colonel Roger Hacle, qui est un Libanais maronite et ancien conseiller au cabinet du ministère de la Défense libanais. Voilà. Les mythes fondateurs du choc des civilisations, ou comment l'islam est devenu l'ennemi de l'Occident, également aux éditions Sigeste. Oui. Merci Youssef Indy, à bientôt. À bientôt. L'allemand, l'ancien juif trotskiste. Oui, tout à fait. Et c'est le lobby pro-israélien et les dirigeants israéliens qui ont poussé les États-Unis à appliquer en fait ce plan Oded-Yinon à partir du 11 septembre. C'est ça. Donc au lendemain du 11 septembre. Et plan que malgré ses velléités d'être plus prudent et de se retirer un peu du Moyen-Orient, qu'a poursuivi peu ou prou Barack Obama, de façon peut-être moins agressive et moins voyante, mais c'est la stratégie là du leading behind. Donc la stratégie, on poursuit la même stratégie, mais on se met plus en avant. Et on fait jouer les vassaux, les outils du soft power, les médias. Donc les vassaux, on l'a bien vu en Libye avec la Grande-Bretagne et la France. La Grande-Bretagne et la France qui se sont précipités, qui ont aboyé comme des petits toutous, des petits roquets voulant être bien vus de leur maître, ont été en première ligne. Deuxième partie évidemment de cet entretien, Youssef Indy. Le 8 novembre dernier, un événement très important a eu lieu aux États-Unis, puisque nous parlions de Barack Obama. Le successeur de Barack Obama va être Donald Trump. Ça a été, on ne va pas revenir sur le séisme que cela a été et de l'affolement que cela a provoqué dans toutes les chancelleries et les rédactions du monde occidental, parce que autant si Madame Clinton avait été élue, c'est très prévisible. Hein, c'était le pire qui pouvait nous arriver, puisque elle était très prévisible. Il y avait 9 chances sur 10 qu'on s'achemine vers une 3e guerre mondiale, car elle voulait attaquer la Russie. Bon, quant au Moyen-Orient, ça aurait continué de plus belle dans la balkanisation et la stratégie du choc des civilisations. Est-ce que l'élection de Donald Trump est susceptible, selon vous, Youssef Indy, de freiner ou de mettre un terme à cette stratégie du choc des civilisations? Je sais que certains se sont un peu enthousiasmés de l'élection de Trump en disant que Trump est isolationniste, alors en effet il a tenu des propos isolationnistes, mais il faut peut-être être un peu plus prudent. Oui, alors il y a plusieurs plans. Sur le plan médiatique, ça ne va strictement rien changer, puisque comme je l'ai déjà dit lors d'un dernier entretien avec Jean-Michel Vernochet, je disais que c'est pas
premièrement, c'est pas la Maison Blanche qui pilote l'énorme machinerie impériale, que ce soit l'armée, oui, quand même en partie, mais les institutions internationales, les médias, on l'a vu, c'est pas la présidence états-unienne qui les pilote. Donc, pour ce qui est de l'opposition entre monde occidental et monde musulman, sur le plan médiatique, ça ne changera strictement rien. L'islam va continuer à être diabolisé, on va continuer à opposer les populations occidentales aux populations musulmanes, ça, il n'y a pas de problème, ça va se poursuivre. Mais sur le terrain, ça va être différent, puisque Donald Trump, même si je ne pense pas qu'il mènera une politique isolationniste, compte s'allier à Vladimir Poutine et à Bachar el-Assad pour combattre les groupes terroristes au Proche-Orient, Daesh, Al-Nusra et ainsi de suite. Donc sur le terrain, ça risque de changer largement la donne. Il faut ajouter à cela le fait que cet été, il y a eu le grand congrès de Grozny, dont on n'a pas parlé en oui, très important, oui. Qui a été un séisme sur le plan idéologique, puisque le congrès de Grozny, qui réunissait les grands représentants savants musulmans sunnites, ont exclu de l'islam le wahhabisme. Ça, c'est très très important. C'est extrêmement important, notamment pour le monde musulman, pas trop pour l'Occident, puisque les médias ne communiquent pas là-dessus, mais il signifie une chose, c'est-à-dire qu'aux yeux des savants musulmans, sur le plan historique, le wahhabisme qui a été soutenu par le monde anglo-américain, qui a été soutenu aujourd'hui sur le plan militaire, financier par l'Occident, tout l'Occident, les vassaux des États-Unis et les pétromonarchies ne font pas partie de l'islam, ne sont pas une réaction endogène de l'islam, mais sont une création artificielle occidentale, puisque Donald Trump lui-même a déclaré que les États-Unis, que l'administration Obama et donc Clinton ont créé Daesh. Donc sur le plan idéologique, symbolique, les choses risquent véritablement d'évoluer. Donc mais sur le plan, alors si on reste sur les constantes de longue durée, le pouvoir, la puissance sioniste n'a pas disparu, l'oligarchie n'a pas disparu, la propagande vis-à-vis de l'islam n'a pas disparu, ça va se poursuivre. Donc l'État profond n'a pas disparu. Voilà, donc au niveau de la constante, ça ne va rien changer. Mais il y a eu une variable. La variable, c'est l'élection de Donald Trump. Et si Donald Trump suit la nouvelle stratégie de Zbigniew Brzezinski, ça peut éventuellement changer les choses. Alors, comment ça va les changer ? En fait, Zbigniew Brzezinski, comme je l'ai dit dans un article et lors d'un entretien avec Jean-Michel Vernochet, ce que veut Brzezinski, ce n'est pas un choc frontal, puisqu'il a admis que le monde était multipolaire, que les États-Unis ne pouvaient pas contrôler le monde et qu'ils devaient par conséquent passer des alliances, réajuster leur rapport géopolitique avec la Russie et avec la Chine. Et Zbigniew Brzezinski, en avril 2016, proposait déjà une alliance avec la Russie principalement, mais aussi avec la Chine, pour nettoyer le Proche-Orient des groupes terroristes et calmer la donne géopolitique dans la région. Donc, potentiellement, en tout cas sur la courte et moyenne durée, la théorie du choc des civilisations va se voir opposer la réalité. La réalité, ce n'est pas que le monde occidental et le monde musulman sont opposés. La réalité, c'est qu'il y a des forces invisibles à l'œil nu qui opposent artificiellement l'Occident et le monde musulman, notamment depuis le 11 septembre. Notamment depuis le 11 septembre, bien sûr, qui a été un peu une occasion formidable. Alors je pourrais prolonger maintenant sur le plan historique et géopolitique. Oui. Il y a des constantes aussi géopolitiques. Il y a une grande différence entre les aspirations du peuple américain et la politique de l'establishment américain. Et je m'explique. Le peuple américain est foncièrement, pour des raisons historiques, pour des raisons géographiques, isolationniste. Depuis le 19e siècle, le peuple américain s'est toujours opposé aux guerres extérieures des États-Unis. Et qu'est-ce qui a fait admettre ponctuellement les campagnes extérieures militaires des États-Unis au peuple américain ? Ça a été
donc à la fin de la Première Guerre mondiale, sous Woodrow Wilson, ça a été le casus belli du fameux navire américain qui a été abattu, on ne sait pourquoi, on ne sait par qui, au large de l'Allemagne, et qui a été utilisé comme casus belli pour entrer dans la Première Guerre mondiale. D'ailleurs, il y avait des sionistes autour de Wilson, un certain rabbin Stephen Wise et Brandeis, qui était à la tête de la Cour suprême, qui était un franquiste, et qui ont influencé Woodrow Wilson pour qu'il entre dans la Première Guerre mondiale. Et il y a eu aussi, dans la même période, ce fameux télégramme qu'auraient envoyé les Allemands, alors qu'ils étaient en train de gagner la Première Guerre mondiale, qu'ils auraient envoyé au Mexique pour pousser le Mexique à attaquer les États-Unis. Le fameux télégramme Zimmermann. Voilà, et ça a été utilisé par toute cette machine, déjà, oligarchique, qui était déjà implantée aux États-Unis, avec Edward Bernays et toute cette toute cette oligarchie qui a mis en place la première véritable propagande pour diaboliser l'ennemi et faire admettre plutôt au peuple américain une guerre extérieure. Ça, c'était à la Première Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale, quel a été le casus belli? Ça a été le Pearl Harbor, les Japonais qui ont attaqué Pearl Harbor. Or, ce qui s'est passé durant les mois précédant l'attaque de Pearl Harbor, ça a été des frappes américaines de navires de l'Alliance, donc sino-germaniques, pour provoquer une réaction. Et la réaction escomptée a eu lieu puisque les Japonais ont frappé Pearl Harbor. Et là, ça a été le second casus belli. Second casus belli, alors que Franklin Delano Roosevelt s'était fait élire sur un programme isolationniste. Exactement. C'est-à-dire que systématiquement, on a des présidents qui veulent au départ mener une politique isolationniste et qui, par les faits, l'état profond sont comme précédemment Wilson, qui ne voulait pas entrer, qui avait fait campagne sur le fait qu'il ne se mêlerait pas de la guerre en Europe. Exactement. Donc on a systématiquement des présidents. Et on a eu le troisième casus belli pour attaquer le monde musulman, qui a été le 11 septembre. Je suis revenu sur le 11 septembre dans mon premier ouvrage. Et énormément d'éléments tentent à prouver que eux-mêmes n'étaient pas en accord sur certains points théologico-juridiques. Et même à l'époque même du prophète, il y avait des débats qui étaient tranchés par le prophète lui-même. Après la mort du prophète, et à partir du moment où la civilisation musulmane va se bâtir et l'empire musulman va être constitué, on va avoir l'émergence de nombreux courants. Donc il y a les 4 principales écoles juridiques, mais il y a au total, dès le départ, dans la foulée, 18 écoles de droit musulman. Il faut ajouter à cela la tradition mystique musulmane, et il faut ajouter à cela les différents courants philosophiques, puisque la philosophie va être utilisée dès le départ. On a des Al-Kindi, 8e, 9e siècle, qui vont commencer à prendre le corpus aristotélicien, platonicien. Il va y avoir des traductions, des études et des tentatives d'élaboration, même une élaboration de la scolastique musulmane. Il y a une véritable scolastique musulmane qui d'ailleurs va être héritée plus tard par le grand saint Thomas d'Aquin, qui va être influencé par Ibn Rushd, Averroès, et il va reprendre parfois des énoncés entiers de Ibn Rushd sur la compatibilité entre philosophie et théologie. Je veux dire, après l'émergence du christianisme au 1er, 2e siècle, on va voir, comme dans l'émergence de l'islam en tant que civilisation, et en tant que civilisation, l'émergence d'une multitude de sectes aussi, et de doctrines qui vont s'opposer. Ce n'est que en 325 qu'on va avoir dans le monde chrétien le concile de Nicée qui va trancher sur ces questions-là. Et puis ce ne sera pas fini, il y aura ensuite toute la querelle avec l'Église d'Orient. Exactement, dire que l'islam serait un bloc monolithe reviendrait à dire que
que le christianisme est un bloc monolithe depuis Saint-Pierre et qu'il n'y aurait jamais eu de disputation, ni même l'émergence de sectes, alors que dans le bassin méditerranéen, dans l'espace chrétien, quand le christianisme va se répandre, au IIe siècle, on a déjà 70 sectes chrétiennes gnostiques, je parle juste des sectes gnostiques. Et dans le monde musulman, on va avoir la même chose, d'innombrables sectes qui vont émerger. Donc c'est une absurdité. Alors, justement, d'où l'intérêt de ce wahhabisme, de cette hérésie wahhabite. D'ailleurs, je renvoie à cette occasion à un livre de Jean-Michel Vernochet, Les Égarés, dont le sceau est-il un contre-islam? Et effectivement, le titre me paraît excellent et la démonstration l'est aussi, puisque on comprend peut-être pourquoi les Britanniques puis les Américains, les Anglo-Américains, l'Occident donc moderne, a favorisé le wahhabisme, parce que c'est peut-être un formidable instrument de destruction de l'islam, en tout cas des pays musulmans. Pourquoi? D'abord parce que le wahhabisme, puis ses succédanés salafites, les frères musulmans aussi, dont on pourrait parler, mais on va peut-être pas le temps de trop s'étendre, mais c'est une branche en fait qui est voisine du wahhabisme. Ce qui est très caractéristique et très frappant dans le wahhabisme, ce qui les rapproche, vous faisiez la comparaison tout à l'heure avec Cromwell, effectivement, il y a un côté iconoclaste, goût pour le massacre, pour l'éradication des hommes, donc par les massacres, les tueries, ou même les femmes, les enfants, les animaux. C'est le livre comme dans le livre de Josué. C'est l'application du livre de Josué. L'application du livre de Josué et également l'éradication culturelle, c'est-à-dire que on rase systématiquement tous les témoignages. Alors non seulement les témoignages pré-islamiques, bien entendu, mais même ce qui appartient à l'histoire islamique. C'est-à-dire qu'on rase des mausolées, on rase des mausolées de marabouts, on rase tous les témoignages de l'histoire successive de l'islam, on rase. C'est vraiment la politique de la table rase qu'on retrouvera chez certains révolutionnaires français, chez les bolcheviks, etc. Donc il y a là évidemment un élément civilisationnel de la table rase qui s'inscrit parfaitement, on comprend bien pourquoi ça s'inscrit parfaitement dans la stratégie du choc des civilisations, de détruire en fait le monde musulman, arabo-musulman, pas seulement, parce qu'il y a également l'Iran, qui n'est pas arabe, mais il y a deux aspects dans le choc des civilisations, dans la mise en œuvre de la stratégie. C'est l'émiettement du monde musulman, arabo-musulman, et au-delà du monde musulman, en micro-entités ethno-confessionnelles, et l'élément civilisationnel que le wahhabisme fournit, le wahhabisme est assimilé, fournit en se fondant sur la destruction systématique de tout élément civilisationnel, de toute civilisation et de tout passé. Il y a... Est-ce que c'est bien cela, Youssef Indy? Est-ce qu'il y a un complément? Ça se complète très bien. Vous avez parfaitement résumé la chose, puisque quand on... ça sera l'objet de mon troisième ouvrage. Lorsqu'on se penche sur ces idéologies-là, ces révolutions, dans leur méthode d'imposition, on voit des similitudes. C'est-à-dire qu'on va tout araser pour établir une nouvelle idéologie, une nouvelle structure politique assise sur une nouvelle idéologie. C'est bien sûr la politique de la table rase. Et lorsqu'on voit sur le plan géopolitique l'alliance de ces entités qui sont issues de ces révolutions-là, que ce soit le wahhabisme en Arabie, dans la péninsule arabique, que ce soit Israël avec la création du foyer national juif et l'arasement systématique des villages palestiniens, que ce soit la révolution bolchevique, la révolution française, la révolution cromwellienne et l'arrivée des cousins entre guillemets idéologiques de Cromwell en Amérique, on voit qu'il y a une parfaite cohérence sur le plan historique, idéologique et géopolitique. Parce que ce que je dis, c'est que
toutes ces révolutions-là sont enracinées d'une manière ou d'une autre dans l'idéologie de l'Ancien Testament, en particulier le Deutéronome et le livre de Josué. Et sur le plan géopolitique, elles sont toutes alliées. Donc moi, ce que je vois, c'est ce que j'appelle un choc idéologique mondial, avec d'un côté les puissances héritières de l'Ancien Testament contre le reste de l'humanité. Et on ne peut comprendre la géopolitique de longue durée qu'en ayant cette perspective-là, une fois encore, comme je l'ai dit, idéologique et religieuse. Le fait religieux est absolument fondamental. On ne peut pas comprendre ces mouvements-là, ces alliances-là, si on n'a pas compris l'essence de l'Ancien Testament et du programme politique dont il est porteur. Alors je m'aperçois, Youssef Indy, que je viens d'oublier de vous faire exprimer, que vous exposiez, que nous parlions, mais alors là encore très rapidement, parce que nous allons passer à la deuxième partie de cet entretien, que nous parlions justement dans la mise en œuvre de cette stratégie du choc des civilisations et d'atomisation, de balkanisation, d'atomisation, d'émiettement du monde arabo-musulman, c'est le plan Oded Yinon. Oui. Ça a été écrit noir sur blanc, oui, par ce stratège en 1982 par ce stratège du ministère de la Défense, le ministère des Affaires étrangères israélien, et qui a été mis en œuvre en réalité. On peut dire que ça a commencé d'ailleurs au Liban en 1975, donc antérieurement, mais là ça a été vraiment exposé noir sur blanc par Oded Yinon en 82, et ensuite évidemment on a vu que ça a été mis en œuvre en Irak. Et puis sous l'administration Bush, avec les néoconservateurs qui ont repris avec le projet de Grand Moyen-Orient. Alors en fait, ce projet de balkanisation, ce qu'on appelle, en fait, il faut l'appeler libanisation du monde musulman. En 1954. Ben Gurion n'était plus Premier ministre, mais il avait dans une lettre envoyée au Premier ministre de l'époque conseillé donc au gouvernement israélien de s'allier aux maronites du Liban pour les opposer aux musulmans et faire éclater ainsi le Liban. Donc il avait déjà parlé de cela, donc en fait il avait déjà parlé de l'établissement du Grand Israël en 1918 dans un livre qu'il avait écrit en yiddish, en 1937 dans des lettres qu'il a envoyées. Grand Israël, c'est du Nil à l'Euphrate. Oui, du Nil à l'Euphrate. Il l'a actualisé en 1954 en expliquant par quels moyens on pouvait y arriver. Et en fait, le plan Oded Yinon est une actualisation de cette planification géostratégique israélienne de longue durée. Et ce plan Oded Yinon, on disait qu'il fallait faire éclater le monde musulman du Maroc au Pakistan en s'appuyant sur les différences ethno-confessionnelles. Et avec l'arrivée de l'administration Bush au pouvoir, on a eu l'application de ce plan israélien. Il faut dire que le noyau dur, comme l'ont dit Stephen Walt et John Mearsheimer, le noyau dur du néoconservatisme est juif, c'est pas moi qui le dis, c'est eux. D'anciens Trotsky. Une mystique réservée aux élites. À des initiés. À des initiés. Et les kabbalistes ont décrété que la fin des temps approchant, l'interdiction d'enseigner la Kabbale a été levée. Et à partir donc de la fin du Moyen-Âge, là on est au 16e, fin du XVIe siècle, la Kabbale va commencer à se répandre dans toutes les communautés juives. On a la Kabbale traditionnelle, suivie de la Kabbale de Cordovero, grand rabbin kabbaliste du XVIe siècle, puis de son élève, l'éminent Isaac Luria, rabbin kabbaliste extrêmement influent, qui va aggraver la dimension messianique de la Kabbale. Puis ces mouvements kabbalistes vont pénétrer donc les milieux talmudistes aussi, puisque vers le Moyen-Âge, on va commencer à avoir des talmudistes kabbalistes qui vont à la fois étudier, être de grands spécialistes du Talmud et des grands spécialistes de la Kabbale, comme Moïse Nachmanide. Moïse Nachmanide est un rabbin éminent dans la tradition talmudique et dans la tradition kabbalistique. Donc peu à peu, cette Kabbale va pénétrer le judaïsme traditionnel et
faire partie de l'orthodoxie. Ça va être perçu comme l'orthodoxie. Maintenant, alors que c'est une hérésie au départ. Alors que c'est une hérésie au départ. Alors la question maintenant du sionisme en tant que tel, comment est-ce que ce sionisme qui est apparu à la fin du 19e siècle, ce sionisme politique à apparence athéiste, a fini par pénétrer, par faire en fait la quasi-unanimité dans les communautés juives. Ce que j'explique dans mon ouvrage, c'est que le messianisme kabbalistique a connu une véritable transformation durant le 19e siècle, influencée par le sabbato-franquisme. Le sabbato-franquisme est une doctrine kabbalistique, messianique, apocalyptique, antinomique, c'est-à-dire qui combat la loi divine. Sabbato-franquisme, ça vient de ces deux initiateurs, Sabbatai Tzvi et Jacob Frank. Sabbatai Tzvi se convertit faussement à l'islam en 1666 et Jacob Frank, à peu près d'un siècle plus tard, en 1758, va se convertir faussement au catholicisme. Mais eux sont porteurs d'une idéologie, d'une doctrine antinomiste qui combat la loi divine et donc qui combat Dieu au profit d'une autre divinité. Et en fait, avec le franquisme et après Jacob Frank, on va voir cette doctrine accompagner la Révolution française et être influencée même par la Révolution française, puisque ce nihilisme va se transformer en une sorte de doctrine progressiste qui accompagne bien sûr le mouvement kabbaliste, qui dit en fait que l'histoire progresse et qu'avec elle, la révélation de ce qui était caché, des secrets, vont apparaître. Et ce sabbato-franquisme va véritablement influencer le messianisme juif, puisque il va lui donner une apparence athéiste. En fait, ce que tout le monde perçoit comme l'athéisme n'est pas l'athéisme. Il n'est pas la négation de Dieu. Il est la négation des lois divines, le combat contre les lois divines et le combat contre Dieu lui-même. Mais les idéologies révolutionnaires des 19e, 20e siècle vont prendre cet habillage athéiste, laïque entre guillemets. Et c'est dans cette période historique, avec ces grands mouvements révolutionnaires, que va émerger le sionisme politique athéiste. D'ailleurs, c'est exactement dans la même région que vont émerger les mouvements révolutionnaires socialistes et le sionisme politique, c'est-à-dire en Europe centrale. Lorsque il y a eu la création du foyer national juif, le sionisme ne faisait absolument pas l'unanimité dans les milieux religieux. C'est après la Seconde Guerre mondiale que, en fait, le sionisme va réussir à conquérir les milieux juifs orthodoxes. En fait, sur le plan historique, le nazisme a été d'une grande aide, puisque le nazisme est ce que vont appeler de manière religieuse les juifs, c'est-à-dire la Shoah, l'Holocauste, qui veut dire en fait sacrifice dans l'Ancien Testament, va permettre au sionisme de conquérir tous les milieux juifs, religieux qui lui étaient hostiles. Donc c'est comme ce qu'appelait Karl Marx des sauts qualitatifs. Il y a des événements historiques majeurs qui vont permettre à certains courants d'accéder à des milieux qui lui étaient fermés et d'être accepté au regard de l'histoire par les masses. D'autant que il y a un lien entre une espèce de parenté même. On pourrait même établir une parenté, elle a été faite d'ailleurs parfois idéologique entre le sionisme politique et le nazisme, en ce sens que le sionisme politique s'est fondé sur le fait de redonner ou de donner une conscience raciale au peuple juif, raciale sur le plan politique, qui doit déboucher sur un État politique, de même que, évidemment, le nazisme se fonde également sur, c'est une question, sur la défense de la race. C'est une question tout à fait pertinente, parce que dans mon ouvrage, à un moment donné, je parle d'un éminent historien juif qui aura une influence majeure, qui s'appelle Heinrich Graetz, qui est un juif allemand vivant donc en Allemagne au 19e siècle et qui au milieu du 19e siècle va commencer à
Donc il va prendre la dimension racialiste, suprématiste de l'Ancien Testament, c'est-à-dire l'Ancien Testament qui présente le peuple juif comme un peuple unique, supérieur aux autres, même sur le plan racial. Lui va laïciser, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au 19e siècle, il va y avoir une succession de laïcisation d'idées religieuses, et lui, Heinrich Graetz, va s'occuper de laïciser le suprématisme juif, et donc va conceptualiser la supériorité des juifs par rapport aux non-juifs, et en particulier donc en Allemagne, dans son contexte à lui, la supériorité des juifs par rapport aux Allemands. Ça va lui valoir des attaques extrêmement virulentes d'un autre historien allemand éminent, Treitschke, qui va dire, bon, puisque c'est comme ça, puisque vous vous croyez supérieur à nous, eh bien, quittez l'Allemagne et créez votre propre nation. Il ne va pas répondre à cela, parce que lui, Heinrich Graetz, n'était pas véritablement sioniste. Mais ce qui est intéressant, c'est de montrer, ce que j'ai dit dans mon ouvrage, c'est que l'idéologie germaniste, pan-germaniste de suprématie raciale aryenne, donc allemande par rapport aux autres races, va émerger bien après ce suprématisme juif laïcisé par Heinrich Graetz. Et moi, je pose la question, je me demande si donc le pan-germanisme qui va donner naissance par la suite au nazisme n'est pas une réaction, enfin plutôt l'antisémitisme nazi n'est-il pas une réaction à ce suprématisme juif que va laïciser Heinrich Graetz au milieu du 19e siècle? En fait, ce serait un chapitre. Vous êtes un peu. Il faudrait qu'un historien comme Ernst Nolte, qui lui avait sa fameuse thèse qui avait suscité la querelle des historiens sur les origines des fascismes, mais en l'occurrence c'était du nazisme, qui était décrit comme une réaction au bolchevisme. On pourrait l'étendre à ce que vous dites. On pourrait se poser cette question. Oui, on pourrait se poser effectivement. Voilà des pistes de travaux qu'il faudrait creuser. Oui, alors moi je dis pas que tout le pan-germanisme et le nazisme résulte de ça, parce que c'est bien plus large que ça. Mais ce que je veux dire, c'est que la composante Mais il y a un côté. La composante antisémite du nazisme est peut-être la réaction à ce mépris. Donc d'Heinrich Graetz, donc du judaïsme par rapport aux autres races entre guillemets. Il y a peut-être une corrélation. Mais après, on peut aussi se poser la question de l'origine messianique du nazisme. J'ai déjà eu cette discussion-là en privé avec un ami, donc je ne citerai pas ici, mais on peut se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas dans le nazisme une sorte de messianisme arianiste là-dedans? Voilà, c'est une autre piste. Voilà. Le sionisme politique, qui finit par triompher, comme chacun sait, après la Seconde Guerre mondiale, se relie, alors là encore, la relation est bien antérieure, puisque elle remonte, elle aussi, en fait, ses sources, vous l'avez montré, sont médiévales, remontent au XIIIe siècle, surtout à partir du XVIe, mais surtout après la Seconde Guerre mondiale, évidemment, le sionisme qui entre en action, qui triomphe avec la création de l'État d'Israël, 1947-48, la liaison se fait très nettement avec la stratégie du choc des civilisations, qui là va être mise en œuvre alors d'un point de vue, si j'ose dire, on va passer à l'échelle supérieure, là, oui. Par rapport à ce que souhaitait Solomon Molko et, au XVIe siècle. Là, on arrive évidemment à partir de la création de l'État d'Israël. Sionite et choc des civilisations sont en étroite concomitance. Et c'est là, oui. Et alors, donc, pourriez-vous nous expliquer les grandes étapes de la mise en œuvre moderne, contemporaine, de cette stratégie du choc des civilisations, qui ne remonte pas du tout, comme on l'a dit souvent à Samuel Huntington, mais qui est bien antérieur, dont le grand théoricien, c'est Bernard Lewis. Voilà. Alors c'est là qu'on voit la conjonction tout à fait étroite entre messianisme, vision mystique de l'histoire et géopolitique.
puisque dans la mystique juive et même dans l'eschatologie juive, sans être kabbalistique, hein, on a ça, donc je rapporte dans mon livre, hein, dès le 1er siècle, hein, dans des interprétations bibliques, la condition, comme je l'ai dit au début de l'entretien, la condition de l'avènement du royaume d'Israël et du peuple juif au-dessus de toutes les communautés passe par la destruction de ces deux grandes civilisations, religions et empires qui qui empêchent l'émergence du sionisme. C'est les empires chrétiens et les empires musulmans. Et eux, pour les juifs kabbalistes messianiques, même orthodoxes, leur avènement en tant que peuple suprême qui doit régner sur l'humanité passe par la destruction de ces deux puissances-là. Dans l'ère moderne, au XXe siècle, on a eu donc comme Heinrich Graetz pour le suprématisme, on a eu Bernard Lewis qui a laïcisé cette stratégie du choc des civilisations. Bernard Lewis, qui est juif, qui est détenteur des nationalités israélienne, britannique et américaine, qui est un historien spécialiste du monde musulman, va être le concepteur de cette stratégie du choc de cette théorie du choc des civilisations, qui est, comme je l'explique, une stratégie au départ. Et lui, Bernard Lewis, en 1958, va lui donner un habillage laïque, un habillage scientifique. Et c'est son assistant... Pour l'essentialiser. Exactement. Et c'est son assistant Samuel Huntington qui, au début des années 1990, va vulgariser cette théorie. Donc lui, qu'est-ce que dit Bernard Lewis en 1958 ? Il dit que le monde chrétien et le monde musulman sont ontologiquement opposés et donc sont voués à se faire la guerre jusqu'à la fin des temps. Et en fait, ils se sont fait la guerre depuis les origines de l'islam, et donc ils sont appelés à se faire la guerre jusqu'à la fin des temps. Voilà. Et en fait, lui, il confond une réalité géopolitique, historique, de confrontation ponctuelle entre des puissances musulmanes et des puissances chrétiennes, en omettant bien sûr qu'il y avait systématiquement, en fait, tout au long de l'histoire chrétienne et musulmane, des alliances croisées, c'est-à-dire des chrétiens alliés à des musulmans contre d'autres chrétiens alliés à d'autres musulmans. La réalité historique est beaucoup plus complexe. Et lui, justement, il va l'essentialiser. Et il va faire, en fait, ce qu'on appelle une prophétie autoréalisatrice. C'est-à-dire qu'on va prendre une stratégie, on va la déguiser en théorie, et on va en faire une prophétie autoréalisatrice, puisque ce même Bernard Lewis va, au début des années 2000, donc sous l'administration Bush, influencer, lui et le lobby pro-israélien, l'administration Bush, et en particulier Dick Cheney, pour qu'ils acceptent de faire la guerre à l'Irak dans le cadre de cette recomposition d'origine israélienne sioniste de tout le monde musulman. Il va s'agir de détruire le monde musulman pays par pays. Donc lui, il est un peu comme Salomon Molko, donc il théorise, bien que Salomon Molko s'enracine dans une eschatologie de longue durée, il théorise puis il applique. Voilà, c'est à la fois un théoricien et un acteur politique. Oui. Alors, nous allons en venir maintenant à votre deuxième second ouvrage, qui prolonge exactement le premier, Les mythes fondateurs du choc des civilisations, ou comment l'islam est devenu l'ennemi de l'Occident. Bien évidemment, l'un des éléments, le principal élément sur lequel se fonde la théorie et la stratégie du choc des civilisations, c'est cette essentialisation de l'islam sur la reconstruction d'un islam mythifié, d'ailleurs avec la complicité d'une partie de l'islam, oui. Notamment de l'islam salafo-wahhabite, mais au point qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'islam et des dangers qu'il représente, on décrit l'islam salafo-wahhabite, islam salafo-wahhabite qui a été, comme par hasard, favorisé, encouragé, voire imposé par l'Occident. Les puissances anglo-américaines. Les puissances anglo-américaines, je veux dire de l'Occident contemporain, enfin contemporain, moderne depuis. C'est pas l'Occident médiéval. Donc, à partir de là, vous, dans votre livre, dans votre second ouvrage, vous passez en revue toutes les points par point, les principaux mythes
sur lequel se fonde cette idée du choc des civilisations, sur cette diabolisation de l'islam sur différents points. Alors, on va peut-être... d'abord, j'aimerais que vous disiez un mot précisément sur les origines du salafo-wahhabisme et comment celui-ci a été systématiquement encouragé par les puissances anglo-saxonnes. Alors pour être bref... brièvement, bien sûr, parce que le temps tourne. Le wahhabisme naît au milieu du XVIIIe siècle en Arabie, dans la péninsule arabique. Son fondateur est Mohammed ibn Abdul Wahhab, qui dès le départ en fait est identifié par ses anciens maîtres, ce qu'on appelle les ulama, les savants, les muftis, ceux qui sont en mesure... donc des juges qui sont en mesure d'émettre des fatwas, donc de sa région, du Najd, du Hedjaz, du Yémen et d'Irak. Il est identifié comme un hérétique. Donc un hérétique, un menteur, un faux prophète, un égaré qui égare. Et immédiatement, il va y avoir une réaction de ces ulama contre Mohammed ibn Abdul Wahhab. Mais ce Abdul Wahhab va s'allier à la tribu des Saouds pour conquérir la péninsule arabique, tout comme Cromwell avait conquis donc le premier Commonwealth, l'Angleterre, la Grande-Bretagne, en massacrant les catholiques, écossais, irlandais et en détruisant les églises. Il va faire exactement la même chose avec les musulmans. C'est-à-dire que tous les musulmans qui vont s'opposer à lui, qui ne vont pas se soumettre à lui, à sa doctrine et à la tribu des Saouds, vont être systématiquement massacrés. Et c'est comme ça qu'il a réussi à imposer sa doctrine par 3 royaumes saoudites successifs. Et en fait, le 3e royaume saoudite qui va s'imposer en 1932, après la conquête finale de la péninsule arabique par Abdelaziz ibn Saoud, et bien en fait, cette conquête-là va être faite avec l'aide principale de l'Empire britannique. Ce sont les Britanniques, l'armée britannique, qui va soutenir les Saoudo-Wahhabites dans leur conquête de la péninsule arabique. Et dans un second temps, en 1945, juste avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, ce sont les Américains qui vont prendre le relais. Et là, avec le pétrole saoudien, arabe, de la péninsule arabique, les saoudo-wahhabites vont réussir à exporter l'idéologie wahhabite. Donc ce sont les anglo-américains, avec le pétrodollar, qui vont attaquer l'islam, puisque on va essayer de faire du wahhabisme l'orthodoxie islamique. Alors que c'est le contraire, puisque c'était une hérésie qui, dès le départ, avait été condamnée par tous les docteurs de l'islam. Voilà. Alors c'est l'un des mythes que vous passez en revue dans votre ouvrage, vous déconstruisez, si j'ose dire, pour employer une expression à la mode, les différents mythes de cette idée du choc des civilisations et qui court autour de l'islam, d'une espèce d'islam complètement fantasmé, et encore une fois, mais avec la complicité aussi d'une partie du monde musulman, à savoir que l'un de ces mythes, c'est qu'en fait, dans l'islam, il n'y aurait jamais eu de discussion, que l'islam ne se fonderait que sur la lecture littérale du Coran, et que, autrement, il n'y aurait rien d'autre. Il n'y aurait eu jamais de dispute théologique, il n'y aurait jamais eu de discussion, ni de discussion théologique, ni même, et encore moins de discussion philosophique. Or, vous rappelez évidemment qu'il n'en est rien, et que l'islam a été traversé des origines jusqu'à nos jours de très nombreuses disputes, discussions et d'écoles, puisqu'il y a au moins 4 principales écoles juridiques, rien que pour l'islam sunnite. Donc, est-ce que vous pourriez résumer rapidement cette histoire très complexe finalement de l'islam et de ces discussions théologiques même auxquelles il a donné lieu. Mais évidemment, c'est une gageure en quelques minutes, parce que là, c'est une vie. Il faudrait y passer une vie. Mais en fait, cette large tradition islamique de discussion, de disputation, de débat théologique existe déjà juste déjà à la mort du prophète, où les compagnons déjà
Bonjour Youssef Indy, je suis Bonjour Christian Brosio. enchanté de vous recevoir dans le cadre de cette émission vidéo, Vous êtes, pour vous présenter, beaucoup de gens vous connaissent, mais pour vous représenter, vous êtes historien, écrivain, vous êtes un spécialiste de géopolitique, vous appartenez d'ailleurs à l'Académie... Je collaborez plutôt à l'Académie de politique de Paris. Vous êtes l'auteur de nombreux articles et vous avez sorti déjà deux ouvrages très importants, deux ouvrages que je peux dire capitaux. L'un est sorti il y a 14 mois. En septembre 2015. Il est intitulé Occident et Islam, sources et genèse messianique du sionisme de l'Europe médiévale au choc des civilisations. Et le second, qui est le prolongement du premier, qui est sorti il y a 2 mois, à la fin du mois d'août, les mythes fondateurs du choc des civilisations, ou comment l'islam est devenu l'ennemi de l'Occident. Alors nous allons rappeler, il s'agit en fait d'une seule et même étude en 2 volumes. On peut dire ça. Oui, une prolongation. Vraiment, le second volume est vraiment la prolongation du premier. J'aimerais que vous reveniez de façon brève sur l'argumentaire que vous développez dans le premier volume, à savoir les sources et genèse messianique du sionisme. Là, vous apportez quelque chose de tout à fait nouveau dans l'étude sur les études sur les origines du sionisme, car vous montrez de façon très serrée, de façon très argumentée, que le sionisme politique n'est pas né au XIXe siècle, que ses racines ne remontent même pas, sont même bien antérieures au XVIe, XVIIe siècle, et des milieux issus des milieux protestants millénaristes, puritains millénaristes, notamment en Hollande et en Angleterre, mais que les racines sont beaucoup plus anciennes, qu'elles remontent au XIIe et XIIIe siècle, et que ces racines remontent en fait à la Kabbale, et à certains penseurs de la Kabbale, des penseurs messianiques qui ont posé les premières pierres en fait du sionisme. Pouvez-vous rappeler rapidement ce fait? Alors pour être bref et synthétique, le retour du peuple juif en Terre Sainte était interdit notamment par le Talmud, Ketuvot 110a, qui interdisait donc aux Juifs de retourner en un mur en Palestine, en Terre Sainte, et pour reconstituer le royaume d'Israël. Or, cet interdit a été violé à partir du XIIIe siècle. Je montre comment, par qui, progressivement à partir du XIIIe siècle, dans les milieux kabbalistiques en Espagne. C'est-à-dire que c'est les milieux kabbalistes n'ont pas voulu violer directement la Torah et le Talmud, mais ont, au fil des siècles, réussi à contourner certaines lois, certains interdits de la Torah et du Talmud. Donc à partir du XIIIe siècle, Moïse Nahmanide ouvre la boîte de Pandore en disant que le peuple juif peut hâter l'arrivée du Messie par des actes de piété extraordinaires. Et peu à peu, après Moïse Nahmanide, Abraham Aboulafia et d'autres, tout au long du Moyen-Âge, vont tenter de rapatrier le peuple juif en Terre Sainte. Et le corollaire, en fait, de ce sionisme messianique, c'est le judéo-christianisme qui va naître pour pervertir le monde chrétien et le soumettre pour lui faire appliquer, exécuter le plan messianique juif, et aussi la stratégie du choc des civilisations, puisque dans la mystique juive, dans l'eschatologie juive, dans les études bibliques de certains rabbins, la gloire du peuple juif d'Israël ne peut venir que par la destruction d'Édom, c'est-à-dire l'Europe chrétienne, et d'Ishmaël, c'est-à-dire le monde musulman, par une confrontation horizontale. Envoyer le Édom contre Ishmaël pour qu'ils soient mutuellement détruits et pour qu'enfin le judaïsme puisse régner sur terre et avec sa nation Israël. Et vous montrez, exemple à l'appui, vous illustrez votre démonstration en rappelant des faits qui ont été, qui sont souvent méconnus, inconnus, voire ou totalement
totalement oublié, que certains penseurs, ces penseurs kabbalistes et praticiens kabbalistes sont allés voir des souverains européens chrétiens, même ont approché des papes, afin de les encourager à se lancer en guerre contre l'islam. En l'occurrence, à l'époque, il s'agissait de l'Empire ottoman au XVIe siècle. Au XVIe siècle notamment, et l'exemple de Solomon Moltko. Et de son maître David Reiveni. Voilà. Donc ça, ce sont des faits, vous citez vraiment des faits très précis à ce sujet. Et ensuite, comment certains milieux kabbalistes se sont introduits se sont même convertis au christianisme de façon superficielle, enfin, en tout cas, certains sont convertis soit à l'islam, soit au christianisme, et afin d'infiltrer les milieux musulmans d'un côté et chrétiens de l'autre. Donc ça, c'est en effet très intéressant. C'est dans des faits. Alors, le premier à avoir voulu approcher un pape pour rapatrier le peuple juif en Terre Sainte, c'était Abraham Aboulafia en 1280, qui avait été influencé par Moïse Nahmanide, qui en 1263, durant une disputation, disait voilà à quoi nous reconnaîtrons le Messie, il viendra auprès du pape et lui demandera de libérer le peuple juif de l'exil. Donc en 1280, Abraham Aboulafia tente d'approcher Nicolas III. Ça échoue. Puis plus tard, au XVIe siècle, on a David Reiveni et son élève Solomon Moltko qui approchent Charles Quint. Oui, et d'abord ils approchent le pape Clément VII et le cardinal Giulio. Ils approchent, donc David Reiveni approche le roi du Portugal Jean III, et tous les deux, David Reiveni et Solomon Moltko, approchent Charles Quint pour lui demander de lever une armée et d'attaquer l'Empire ottoman en Palestine pour libérer donc la Palestine des Ottomans et recréer le royaume d'Israël. Ce que feront en fait les Britanniques sous l'impulsion des sionistes 400 ans plus tard, à la fin de la Première Guerre mondiale. Donc ce que je montre, la particularité de mon travail, c'est de montrer l'influence des idéologies qui sont au départ moyenâgeuses puis modernes dans la géopolitique, la grande géopolitique des blocs. On ne peut comprendre l'attaque de la Grande-Bretagne contre l'Empire ottoman en Palestine et la création du foyer juif en Palestine qu'en ayant connaissance de cette longue histoire, cette histoire idéologique de longue durée. Alors, pour en revenir au sionisme et au judaïsme, vous vous rappeliez au début de cet entretien que au départ le talmudisme notamment condamnait l'idée d'un retour du peuple juif en Palestine avant le retour du Messie. Avant le retour du Messie, et cette idée était quand même majoritaire dans les milieux judaïques pendant très longtemps, et même encore au début du sionisme politique du 19e siècle. Exactement, C'était encore une idée très minoritaire. Comment cette idée minoritaire dans le judaïsme talmudique, comment ce judaïsme talmudique traditionnel, si j'ose dire, a-t-il été finalement vaincu par cette idée kabbaliste et comment s'est faite la connexion entre ce judaïsme kabbaliste et le sionisme politique moderne qui se prétend sinon athée, du moins, au moins agnostique et voire athée. Et comment ce sionisme a fini par s'imposer auprès de toutes les communautés juives, alors qu'il était quand même minoritaire au départ. Alors c'est une double question. La première, c'est celle de la pénétration de la Kabbale dans le judaïsme traditionnel. Durant des siècles et des siècles, depuis la constitution de la Kabbale au 1er siècle, on a commencé à avoir des persécutions de rabbins kabbalistes, ce qu'on appelle les hassides et les zaddiques, le pieux et le juste, par les talmudistes. Ce rejet de la Kabbale et de ce qu'elle a engendré, c'est-à-dire le messianisme actif, ce que j'appelle le messianisme actif, l'apocalyptique, c'est-à-dire couplé au messianisme actif, c'est-à-dire essayer d'ater la fin des temps, pour hâter la venue du Messie. Donc ce combat a duré pendant des siècles, et c'est véritablement à la fin du Moyen-Âge
que la Kabbale va commencer peu à peu à pénétrer le judaïsme orthodoxe. Puisque, en fait, au départ, jusqu'au Moyen-Âge, jusqu'au Zohar, c'est-à-dire 1280-1286, les kabbalistes n'enseignaient pas au peuple, à la communauté juive. La Kabbale restait